Bonsoir et bienvenue pour ce troisième numéro de Dimanche soir avec. Et nous recevons ce soir Patrick Lugman. Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a beaucoup plus dur que d'interviewer quelqu'un dont on ne sait rien, puisque c'était un peu ma grande angoisse de journaliste. Il y a interviewé quelqu'un qu'on connaît bien, voire très bien. Donc, Patrick, on ne va pas se mentir, nous sommes amis. Avec en filigrane, pour moi, cette définition qui nous va si bien. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. Je vais donc te tutoyer. Nos chemins se sont croisés il y a très longtemps. Jacques Chirac était président de la République. On payait nos cafés en francs. La France n'était pas encore championne du monde et l'antisémitisme ne se conjuguait pas au présent. Nous étions tous les deux à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, que tu as fini par présider. Tu es devenu l'avocat, l'élu, le militant qu'on connaît. Et on s'est rencontrés, selon moi, à un âge bien particulier, 20 ans, 21, 22 peut-être. C'est un âge très paradoxal pour moi parce que je trouve qu'on n'est pas encore devenu qui on doit être, mais on porte déjà en soi quelque chose qui fait dire aux autres 25 ans plus tard « Putain, mais t'as pas changé ». Je disais donc que ce qui m'a toujours frappé chez toi, c'est que pour moi, la juive séfarade de classe moyenne, tu incarnais ce qui avait tout, le capital social, culturel, financier, et pourtant il y avait chez toi une envie de réussir par-delà ce qu'on attendait de toi, que je n'ai trouvé à l'époque que chez ceux qui n'avaient pas grand-chose et qui avaient tout à prouver et à se prouver. Et franchement, je te regardais un peu gesticuler, t'agiter, et je me disais, moi, à sa place, je ferais juste de la gestion d'actifs, quoi. Je serais un peu détente. Donc, c'est l'objet de ma première question. Cette nécessité d'exister et pas seulement de vivre, ça vient d'où? Oula, elle est dure celle-là. Bonsoir Virginie. Cette nécessité de vivre, elle vient de plein d'endroits. Déjà, elle vient d'une histoire familiale, comme chacune de nos histoires, quel que soit notre côté de la Méditerranée ou de l'Europe, on a des histoires chargées. Et donc, avant de vivre, on comprend qu'on est ici d'une survie. Et donc que la vie, elle est pas gratuite, qu'il y a des histoires qui nous précèdent. Donc déjà, il y avait ça qui était très fort. Moi, je viens d'une famille de survivants de la Shoah. Mes quatre grands-parents sont juifs polonais. Voilà, Pierre Goldman, les souvenirs obscurs du juif polonais né en France. Tout ça, c'est un environnement qui me précède et qui fait que oui, la légèreté, elle est peut-être pas là tout de suite, tout de suite. Et puis, à part ça, il y a une autre donnée qui n'a rien à voir, effectivement. Moi, je ne suis pas né dans un quartier difficile. J'ai été élevé dans le 16e arrondissement de Paris, dans une famille aimante, unie, avec tout ce qu'il fallait pour être bien parti dans la vie. Et pourtant, mon adolescence est marquée par l'échec. Je suis un loser absolu. Je suis cantonné pendant de longues années à une insignifiance totale. Mais partout. Je ne suis bon dans rien. Je suis bon à rien. J'ai raté, même pas brillamment, mon brevet des collèges. Et ça m'a horripilé parce que, justement, quand on a quand on est en instance de redoublement et qu'on change d'école parce qu'on peut se le permettre, qu'on n'est pas bon, mais qu'on a des cours de soutien scolaire, qu'on n'est toujours pas bon, il y a un moment donné, on se dit quand même qu'on peut se faire la politesse, justement à cause de ce qui nous précède, de relever la tête et d'essayer de faire quelque chose. Moi, je suis le contraire d'un être résilient. Il y a un moment donné, je n'ai pas lâché l'affaire, j'estime que j'ai très très peu de capacité et je me suis juste, à un moment donné, accroché, trouvé, dans ces années-là où on s'est connus, ou juste après, quand j'arrivais à la fac de droit, quand j'arrivais à ça, c'est là tout m'est tombé dessus en même temps. D'abord, une discipline qui me passionne, le droit. Ensuite, le militantisme que je découvre devant nos yeux. L'histoire un peu qui me rattrape, puisqu'il y a encore des néo-nazis à ce moment-là, ce que je ne pensais pas possible. À Assas, où tu es. Assas, exactement. Je découvre des copains qui vont devenir des amis, avec qui j'ai fait tout mon parcours, que tu Mais c'est connais. quoi? C'est un alignement des planètes à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, je sors d'une torpeur. Voilà. Et je commence à m'activer. Puis je vois que partout où je m'active, vu que j'ai tellement d'années d'énergie emmagasinée, j'ai tellement rêvé de tout ce que je pourrais faire que là, j'avais l'impression que tout d'un coup, tout était ouvert, tout était possible. Et tout a été possible. Et puis, je rentre dans un endroit qui est merveilleux, qui est l'UEJF. On te dit, ce que tu as envie de faire, fais-le.
si c'est conforme aux idées qu'on veut porter. Si on a envie de repeindre la Tour Eiffel en bleu, parce que ce jour-là, il fallait qu'elle soit en bleu, eh bien, on est un groupe d'étudiants, on va le décider, on va le faire. Bon, tout ça arrivant à ce moment-là, et donc je crois que j'avais un peu d'énergie emmagasinée, qui avait besoin de s'exprimer. Et j'avais aussi donc une forme de devoir, que quand on a eu plus de chance que les autres, et en même temps, dans sa famille, un peu plus de malchance que beaucoup, il faut être un peu porté par cela. Donc oui, moi, je n'avais pas le choix, j'avais pas le droit à l'échec. Je pense que quand on a ma vie, on n'a pas le droit à l'échec. On n'a pas le droit à l'échec. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la réussite. Moi, j'estime que je n'avais pas le droit à l'échec. Alors, on va y revenir, on va surtout revenir à ce que tu dis sur cette histoire familiale qui t'oblige. Je vais en profiter pour saluer Leslie Gel-Rubin que tu connais et qui m'a aussi parlé de ça et qui m'a dit, mais nous, on avait 6-7 ans, on était des survivants. C'est-à-dire, on sentait qu'on était vraiment, qu'il y avait un espoir en nous. Ça, tu t'en rends compte à quel âge? Et je voudrais remettre ça dans le contexte de l'UEJF où tu arrives en pleine crise donc, de la deuxième intifada en Israël qui correspond à une explosion des actes antisémites en France. Est-ce que tu t'attendais à ça et comment tu as vécu tout ça? Pardon, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, nos années militantes à l'UEJF… Je parle quand tu étais président. Justement, juste avant d'être président, on est dans ce moment dont il faut se souvenir. Moi, je me souviens de 99-2000, jusqu'à la bascule de 2000. On se disait, on était à l'UEJF, bon, bah, on n'a pas de problème d'antisémitisme, la paix est en train d'advenir, Israël est une puissance respectée, la lutte pour la mémoire est achevée puisque les criminels contre l'humanité ont été jugés, ceux qui pouvaient l'être, et l'histoire de la Shoah est enseignée. Donc les grands combats de l'UEJF nous semblent à ce moment-là réglés, et on est dans un moment de bonheur absolu, dans un moment de quiétude, de plénitude, qu'on pensait évidemment éternel. Et puis, effectivement, il y a la deuxième intifada qui commence à ce moment-là, en septembre 2000. Et puis, de septembre 2000 à septembre 2001, il n'y a qu'une année. C'est la bascule du 11 septembre. Et tous ceux qui nous avaient portés, tous ceux en quoi moi j'ai été élevé, tous ceux en quoi j'ai cru, mais qui continuent de me porter et de m'animer, va se déliter. En même temps, la société française, elle va se morceler. Et c'est ça qui se passe sous nos yeux. Mais je reprends le moment, moi je deviens président de l'UEJF dans ce contexte-là, en juillet 2001. Et en juillet 2001, les institutions juives ne voient pas encore que l'antisémitisme est en train d'arriver dans les banlieues, parce que c'est un antisémitisme sous le radar. C'est un antisémitisme à bas bruit. C'est un antisémitisme de cours d'école, de dégradation, de petites insultes. Mais on n'a pas les outils, on n'a pas les yeux, on n'a pas le discours, on n'a même pas le logiciel pour voir ce qui se passe. Et nous, les étudiants, on voit remonter ça. Et ça craque de toutes parts. Et donc, avec les copains, encore une fois, on fait ce qu'on décide de faire, c'est-à-dire ce qu'on a envie. D'abord, on décide d'écrire. Et on pense qu'il faut une interpellation informative et intellectuelle. Et avec Paul Bernard, avec les copains qui sont à l'UEJF avec moi à ce moment-là, et avec SOS Racisme, qui est avec nous, on décide de parler à cette génération qui ne se dit pas antisémite, mais qui n'aime pas les feuges. Et on crée le concept, le nom, les antifeuges. Et les antifeuges devient un article publié dans Le Monde le soir du dîner de CRIF 2001, le 24 novembre, je crois, 20 ans. Et très peu de temps après, au mois de mars 2002, ça devient un livre où on publie un sondage, on publie le premier recensement des actes antisémites en France. Il y en avait 405. Et les 405 actes que nous publions en 2001, ils sont tellement banals et tellement qu'aujourd'hui, on en a des centaines en plus qu'on ne référencerait pas tellement ceux que nous référencions étaient de faible intensité. C'est te dire, Virginie, comment les choses se sont dégradées pendant les 20 ans que nous venons de passer. Nous, on a juste mis le doigt sur l'interrupteur, mettre en lumière ce que nous voyons à ce moment-là, mais depuis, nous avons dévalé les escaliers 4 à 4, et pas que sur ce terrain-là. Ce qui,
quand même rend très humble quant au sens de l'engagement et de tout ce qu'on peut faire, parce qu'on est nombreux. Hein. Moi, je ne suis pas seul sur ce terrain-là, on est très nombreux, des personnes, des personnalités, des institutions, avec en plus une très bonne écoute du point de vue en France des pouvoirs publics, constante, à tout point de vue. Et pourtant, le sol a continué à se déliter sous nos pieds. Nous sommes passés, c'est ce que j'ai plaidé lors du procès où je défendais des victimes de l'hypercachère, on est passé en gros, du vandalisme aux incivilités, des incivilités aux agressions, des agressions au crime, Ilan Halimi, du crime au terrorisme. J'étais en train de t'écouter, donc tu parlais d'une époque où effectivement, quand on saccageait une synagogue, c'était juste une destruction de biens, c'était absolument pas, il n'y avait pas de qualification particulière, on parle d'une époque très très ancienne. Comment toi, le petit-fils de déporté, le petit-fils de rescapé, tu vis ça? Tu vis ces croix gammées, tu vis ce nouvel antisémitisme qui vient des banlieues, comment tu vis ça? Alors, 2 secondes, encore une fois, ce n'est pas la même chose. Moi, ce qui m'a sauté au visage quand j'arrive à Assas, mais c'est 3 ou 4 années avant, mais c'est un espace-temps totalement différent, ce sont des néo-nazis qui font des croix gammées, qui font des saluts nazis, des gens qui aiment Adolf Hitler et qui pensent que c'est dommage qu'il n'ait pas fini le travail. À ce moment-là, évidemment, ça engage. Et puis, c'était le moment où on préparait le procès Papon, le dernier des 3 procès de crimes contre l'humanité en France. Ça, c'est avant, Virginie. Après, on entre dans un autre moment, dans le moment où que Adler avait écrit « J'ai vu mourir le monde ancien ». Non, mais tu es d'accord, Patrick, que Assas, c'est particulier. J'ai envie de dire, c'est un microclimat. Oui, enfin, je veux dire… Assas, c'est un microclimat. Et ceux qui ont milité à ce moment-là contre l'extrême droite, on a tous gardé, quels que soient nos engagements politiques, j'en ai retrouvé dans toutes les séquences de ma vie politique par la suite. J'ai surtout gardé mes copains avec qui on continue de plaider contre l'extrême droite et le racisme, mes amis Mika Ignacia, qui vient d'obtenir une magnifique décision de la Cour de cassation, Alexandre Braun, enfin, tout notre groupe de militants, on n'a jamais lâché. On ne s'est jamais lâché. Et d'ailleurs, pour le côté drôle, c'est que maintenant, quand on plaide contre le FN ou le RN, on plaide contre les anciens militants, souvent de ces groupes d'extrême droite, qui sont devenus à leur tour avocats et qui défendent aussi leurs copains qui sont restés d'extrême droite. Donc tout ça, on a l'impression que l'amphi d'Assas ou la rue d'Assas s'est déplacée dans les prétoires, qu'on a tous pris un petit coup de vieux. Parfois, je ne peux pas le cacher, ça nous arrive d'en rigoler ensemble parce que voilà, c'est la vie qui nous a prolongés comme opposants éternels et maintenant comme contradicteurs. Mais le système intellectuel, politique qui prévalait avant 2001 n'est plus celui qui prévaut depuis 2001. Et il a fallu, et c'est pour ça que l'EJF a été si importante, il a fallu inventer en même temps que ça se produisait. Et j'ai trouvé un truc qui m'a bien servi par la suite. Je me suis toujours entouré de gens beaucoup plus intelligents que moi. Et à l'UEJF, j'avais autour de moi des personnalités, là, dans mon bureau, extraordinaires. Et évidemment, quand on a Jonathan Arfi comme vice-président, quand on a Paul Bernard, qui après deviendra la plume d'un président de la République, quand on a des gens comme ça autour de soi, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en plus, moi, j'avais un objectif de leadership. Je voulais que tout ce qui pense, qu'il soit juif, et qui a entre 20 et 30 ans, ait quelque chose à voir avec l'UEJF. Et je pense qu'à ce moment-là, on a bien réussi. On avait un leadership intellectuel et politique dans la communauté qui était extrêmement intéressant et qui nous a permis de théoriser ce qu'on voyait, là où les institutions étaient un peu restées scotchées. Donc oui, c'est un moment important. Important pour moi, important pour nous, important parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose et on arrive à le dire en même temps que cela se passe. Je n'ai pas envie de dire qu'on était les Marc Bloch du pauvre, mais en tout cas, on a réussi ce travail-là à ce moment-là. Mais je dois dire que ce qui s'est passé après était inimaginable. Voilà. Quel regard tu portes sur les institutions communautaires? J'ai l'impression que tu y es sans en être, en fait. J'ai l'impression que… Non, moi, je ne peux pas tu dire ça. Tu ne te reconnais pas dans ça? Non, non. Ou si, quand même?
moi, j'ai une grande fidélité aux institutions juives et aux personnes qui les servent. Je trouve qu'elles sont trop facilement décriées. Je, je trouve qu'il faut toujours être un peu maso pour s'occuper de ces causes-là, de ces choses-là. Et je trouve en plus, on ne peut pas dire ça de beaucoup d'endroits en France, mais pardon, vu le moment qu'on vit, collectif, là, français, je trouve que les institutions juives sont plutôt bien servies. Et ils l'ont été plutôt, et par des personnes qui se sont plutôt révélées à la hauteur. Alors, effectivement, moi, je ne me retrouve pas partout. J'aimerais qu'on soit plus proactif, etc. Mais objectivement, je trouve qu'on a quand même des institutions qui tournent bien. Et il y a beaucoup d'endroits dans la société française où on aimerait avoir ce tissu associatif, ce tissu militant. C'est incroyable, la communauté juive, quand on la regarde aussi du monde qui ne l'est pas. Un tissu de solidarité d'une densité folle. Bon, après, il est un peu trop vif. Parfois, les mots partent un peu plus violemment qu'ailleurs. Moi, je n'ai jamais été autant insulté après 25 ans de militantisme contre l'extrême droite. Je n'ai jamais été autant insulté que dans la communauté juive. Ça aussi, ça laisse des traces. À quel sujet? Quand après, j'ai fait un peu de politique, quand après, j'étais au Conseil de Paris, quand après, j'étais l'adjoint de Anne Hidalgo chargé des relations internationales, et que dès qu'il se passait quelque chose, mes collègues du Conseil de Paris se prenaient instantanément pour le Conseil de sécurité de l'ONU et voulaient prendre position précisément sur ce problème, et qu'il me revenait à moi en tant qu'adjoint d'y répondre, et que je ne pouvais pas à ce moment-là avoir la voix des institutions juives, parce que je ne représentais pas une institution juive, je représentais le Conseil de Paris et la ville de Paris. Mais je suis très heureux parce que j'avais eu la chance d'avoir un moment, une position pour une ville qui avait un engagement sur cette question et sur cette zone. Et aux côtés d'Anne Hidalgo, une grande clarté de position là-dessus. J'ai eu la chance de ne jamais renier mes convictions et même de les illustrer d'une autre manière à travers l'engagement municipal. Mais évidemment, ce n'était jamais assez, c'était jamais exactement comme il fallait, mais je l'assume totalement. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ce que j'ai fait à l'hôtel de ville, y compris sur cette question. J'ai même envie de vous dire particulièrement sur cette question, parce qu'elle m'était difficile. Et la seule manière que j'avais de m'en sortir, d'ailleurs, c'était d'assumer qui j'étais, d'où je venais, ce que j'avais fait. On va revenir sur l'engagement à la mairie de Paris, mais d'abord, je voudrais qu'on parle voilà, moi, du plus loin que je me souvienne, je pense que tu as toujours voulu être avocat. Tu prêtes serment en 2000, combien? En 2004? Je prête serment en 2004, mois de juin Et tu 2004. prononces ces mots: je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Est-ce que tu peux nous dire comment ça résonne en toi, ces mots-là? Mon serment, il résonne très fort. On a un peu changé le serment. On ne prête pas tous le même serment, il a un peu changé. Mais le serment d'avocat, j'ai la faiblesse de croire qu'on essaie de s'en souvenir tous les jours. Pardon de la palissade. J'ai la faiblesse de croire, quand on est avocat, qu'on cherche à honorer et à servir ce serment tous les jours et à toutes les minutes où on parle à un client, où on se présente devant un magistrat. Et malheureusement, en plus, on a ce truc affreux, on n'a pas un métier, on a une mission. Donc, elle ne cesse pas quand je ferme la porte de mon cabinet, elle ne cesse pas quand je n'ai pas de robe. Le secret professionnel nous poursuit, nous tient. Oui, je pense que ce serment, on parle de confraternité. Je ne connais aucune profession pour laquelle ce soit aussi vrai, parce qu'on y croit. On y croit vraiment. Je connais des avocats désabusés, je connais des avocats tristes, je connais des avocats qui se battent parce qu'on a un métier qui est très précarisé, mais des avocats qui n'y croient pas, quand ils se lèvent, même pour plaider un référé civil ou même devant un juge d'instance, un avocat qui n'y croit pas quand il se lève, je n'en ai jamais vu. Et c'est un métier absolument incroyable. Et je vais même vous dire mieux. Encore une fois, on a un métier qui peut être économiquement difficile. On a des charges lourdes, etc. On a des menaces sur nos retraites, vous le savez, on en parle parfois. Mais je ne connais aucun autre métier où, quand la cause nous apparaît importante, quand on est attaché au client, on se battrait presque pour le faire gratuitement. Vous connaissez un commerçant qui dit « Prends la marchandise, tu me payeras si tu veux ». Et on est même content de le faire. Et moi, j'ai été tellement heureux d'être l'avocat de causes qui nous sont chères et d'être élu pour ça et d'être choisi pour cela, d'être à ce moment-là une voix
que j'en étais heureux, mais ça n'existe objectivement nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc oui, ce métier… Patrick, est-ce que c'est illusoire d'essayer de chercher une cohérence dans les clients? Parce que les gens que tu défends sont très différents. Ça va des Femen à la mairie de Paris, aux victimes des attentats, je pense à l'attentat d'Hypercacher, à Samuel Sandler, à Ali Bongo. Est-ce que moi, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours cette espèce d'envie de chercher de la cohérence là où elle n'est pas. Mais est-ce que c'est illusoire de chercher de la cohérence là? La cohérence, elle est plutôt de ton côté et pas du côté des clients. Alors déjà, tu parles de dossiers qui sont visibles, Oui, publics. les dossiers médiatiques, ceux qu'on Les voit le dossiers plus. médiatiques, mais On est d'accord. c'est pas c'est précisément les dossiers qui sont économiquement les moins Les significatifs. moins rentables. Oui, les moins rentables, mais les plus passionnants. Et c'est ceux qui, quand on les a eus, font que dans une vie d'homme et d'avocat, on est heureux d'avoir porté cette parole. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose, enfin, il y a quelques semaines de difficile. J'étais donc l'avocat de la ville de Paris dans le procès du 13 novembre. Or, on a décidé, enfin, il y a une jurisprudence de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation, qui dit que nous sommes irrecevables. C'est la décision qui a écarté la ville de Nice de l'attentat de Nice. Donc, un juriste, il dit quoi? Il aurait dit, Madame la maire, je comprends votre volonté d'y aller, mais c'est impossible. Un avocat, il fait quoi? C'est impossible, mais on va y aller. Il se trouve que la ville de Paris a été visée par l'acte de revendication des attentats, ce qui change, je crois, singulièrement la donne. Et je suis très heureux d'avoir porté cette parole-là, déjà parce qu'elle résonne beaucoup. J'ai été à la ville de Paris, j'ai été adjoint de Anne Hidalgo, j'étais dans l'exécutif municipal quand les attentats ont eu lieu, donc j'ai aussi ces souvenirs-là. Donc évidemment, pour moi, plaider ça dans la salle d'audience qui juge ces faits, c'est pas neutre. Et je suis, voilà, c'est des chemins de vie qui se rejoignent à un moment donné. Et donc les mots, même les mots d'un avocat, alors beaucoup de mes confrères, consoeurs ne sont pas d'accord avec ce que je dis, les mots d'un avocat ne sont jamais gratuits. On ne plaide jamais impunément. Moi, j'y crois pas au fait qu'on peut plaider la même chose, ou plutôt de la même manière, pour des causes diamétralement opposées. Pardon, c'est moi. Moi, en tout cas, j'assume de dire que je ne suis pas un service public de la parole pour qui la requérerait. Je choisis mes clients, je choisis mes causes. Ils n'ont pas de cohérence entre eux, sauf que j'ai décidé à un moment donné que je voulais me coller ces causes-là, ces clients-là, qu'ils soient respectables, choquants, passionnants, que ce soit pour les défendre en tant que mise en cause ou au contraire comme victime. Et aucune de ces deux positions n'est facile. Alors, l'adage, la théorie dominante chez les avocats pénalistes, que je respecte infiniment, c'est ce qui nous vient d'un ouvrage d'un avocat qui s'appelait Alberno, Les défendre tous. J'aurais aimé, moi, pouvoir dire ça, j'aurais aimé pouvoir le faire, mais évidemment, c'est au-delà de ma portée. Moi, je n'ai pas cette ambition-là. J'ai l'ambition d'être de plein pied avec ceux que je défends, ce qui, évidemment, m'écarte de certaines causes. Puis, pour parler clairement, quand vous faites de la politique, quand vous êtes adjoint à la ville de Paris, vous ne pouvez pas défendre un stupeux parce que, voilà, je n'ai pas envie de voir telle personne dire, tiens, j'ai payé le baveux comme ça. Je trouve que il y a des moments où ça crée des conflits d'image, de cohérence. Et, donc, Patrick, quand une société vient te chercher parce qu'elle est… Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait de moi un avocat moins intéressant qu'un autre, avec une carrière peut-être moins riche, mais j'arrive quand même, je crois, à embrasser pas mal de diversité. Mais moi, je pense que toute personne a le droit à une défense, ça, c'est fondamental. Et en ce moment, je trouve qu'on entend des choses vraiment désagréables sur ce terrain. Donc, toute personne a le droit à une défense et je défendrai le droit qu'à chacun de mes confrères de défendre chaque personne comme il le veut, comme il l'entend, mais ça ne veut pas dire que chaque avocat doit défendre tout et tout le monde. Il y a là un sujet passionnant, en tout cas qui, moi, me mobilise beaucoup. Voilà. Et quand une entreprise vient te voir, toi, parce qu'elle est poursuivie pour discrimination à l'embauche, toi, celui qui a été vice-président d'SOS Racisme, qui est en pointe sur la discrimination à l'embauche et sur ces combats-là, comment est-ce que tu gères ce que moi j'appelle quand même une contradiction? Alors déjà, ça ne m'est pas arrivé tant de fois. Non, c'est arrivé une fois, mais je veux dire, comment est-ce qu'on gère la contradiction? Elle est là, c'est pas grave.
si on n'aime pas la contradiction, si on n'aime pas le grand écart, et on va y revenir sur le grand écart, il ne faut pas faire ce métier. Moi, évidemment que ça me passionne d'être dans ce grand écart-là, dès lors que je suis à ma place quand je défends, que je ne me fais pas instrumentaliser. Mais deux choses. Il y a une des avocates les plus brillantes que je connaisse, elle dit, vous savez, quand on nous demande toujours, mais comment vous faites pour défendre un type accusé de ci ou de ça? C'est plus facile de près que de loin. Mais évidemment, quand on est à côté de quelqu'un, ce qui est le premier rôle de l'avocat, c'est de se tenir à côté d'une personne. Eh bien, être à côté de quelqu'un, c'est aussi l'accepter tel qu'il est. Après, c'est quelque part facile et même passionnant de répondre à sa place mieux qu'il ne l'aurait fait lui-même. Mais j'en reviens à ce que vous me demandez, la contradiction. Elle n'existe pas dès lors que moi, je ne la vois pas. Et par ailleurs, le premier rôle de l'avocat, c'est quand même d'écouter quelqu'un qui a quelque chose à nous dire qui n'est peut-être pas audible, mais il est possible que cette personne se défende d'avoir, par exemple, discriminé. Et si elle se défend d'avoir été discriminée, il est bon qu'elle trouve un avocat qui soit capable de recueillir cette parole et d'aller l'expliquer, quelle que soit l'accusation. Heureusement que nous, les avocats, on n'est pas comptables de ce dont on accuse nos clients avant de choisir de les défendre. Sinon, plus aucune défense ne serait possible. Est-ce que tu as senti lors des lors des procès, pardon, je pense au procès d'Abdelkader Merah, je pense au procès pour l'hypercacher, pour l'attentat d'hypercacher, est-ce que tu as senti cette pression communautaire sur tes épaules et surtout le fait que les gens comprennent mal ce qui se joue dans un procès et sont finalement toujours un peu déçus du verdict et de la décision finale? Déjà, quand on est dans la salle d'audience, on ne sent pas de pression communautaire, on a une pression professionnelle. Voilà. À un moment donné, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, qu'on n'a même plus la pression de nos clients, on est face à une juridiction, et ce qui compte, c'est que ça passe. Et moi, dans le dossier de l'hypercacher, je voulais mettre l'antisémitisme, qu'il l'était si peu au terme de l'ordonnance de mise en accusation, je voulais mettre l'antisémitisme au cœur des débats. Ce qui n'était pas facile dans le dossier Charlie Hebdo, avec Charlie qui écrasait quand même intellectuellement le sujet, le thème de la liberté d'expression, magnifiquement porté par Richard, mais il se trouve qu'il y avait deux attentats. Il y avait Charlie et il y avait l'hypercacher. Et je voulais, et d'ailleurs totalement assumé et construit avec Richard, je voulais mettre l'antisémitisme au cœur du débat. Et toute la journée, et j'ai embêté plein de gens avec ça, y compris d'ailleurs les dirigeants des institutions, Noémie Madar à l'UEJF, Francis Khalifa au CRE, j'étais obsédé par ça. Comment faire ça? J'ai utilisé des ressources procédurales, le biais de la question supplémentaire, je me suis adressé à la Cour, j'ai publié ma plaidoirie, ce qui ne s'était jamais fait ou quasiment. Mais moi, mon sujet, c'était mettre l'antisémitisme au cœur du débat. Je ne sais pas si j'y réussis. Et ça, tes clients le comprennent à ce moment-là ou pas du tout? Bien sûr, mais c'était pour le coup construit avec eux. J'ai quand même un mandat. Moi, je ne plaide pas pour l'esprit des lois. Hein. Je plaide aussi pour ceux qui m'ont investi. J'étais l'avocat du CRIF, je ne sais plus, oui, j'avais SOS aussi avec Yvan Terrel, et j'avais les survivants de l'hypercacher. Donc, on ne plaide que parce qu'on a un mandat. Mais en l'occurrence, l'obsession, c'était celle-là. Et encore une fois, si vous reprenez la plaidoirie, ça correspondait à beaucoup de choses que j'avais portées, écrites depuis les années de l'UEJF, depuis les antifeuges. Et j'ai repris l'histoire même encore avant, depuis l'attentat de Copernic. Donc, on ne plaide jamais impunément. Moi, quand je vais plaider cela, j'y laisse évidemment, non pas seulement mes nuits et mes efforts, mais on laisse une partie de nous-mêmes. Et je vais vous dire, ce qui est triste et merveilleux, c'est que dans n'importe quelle plaidoirie, on laisse une partie de nous-mêmes, même la plus simple, la plus indifférente, on laisse quand même quelque chose de nous là-dedans, j'en suis certain. Bon, mais ça, c'est la malédiction et la magie de ce métier. Mais en l'occurrence, dans ce procès-là, j'avais un objectif de guerre. Je voulais mettre l'antisémitisme au cœur du débat. Je pense avec d'autres y avoir concouru, mais c'était ça l'objectif. Et c'est un objectif politique, ce n'était pas un objectif juridique, c'est un objectif politique. Après, est-ce qu'on est déçu ou pas par le verdict? Le verdict a été, je crois, assez exemplaire, y compris dans sa motivation. Et moi, c'est ce que je venais chercher, une motivation, quelque chose qui reste, une décision de justice qu'on peut étudier, qu'on peut transmettre, qu'on dise que la justice passe et qu'elle dise les choses. Voilà ce qu'on attendait de la justice. Après que tel ait pris 10 ans, l'autre 30 ans,
c'était moins mon sujet. Déjà, je ne suis pas parquetier et même mes clients, ce n'était pas tellement leur sujet. Mais qu'on dise ce qu'ils ont vécu. Voilà ce que nous demandions à la juridiction et voilà pourquoi on s'est battu. Et vous savez, il y a des meilleurs juristes que moi. Il y a des plus grands politiques que moi. Mais à l'intersection des deux, comme le dit Dominique Strauss-Kahn sur l'économie et la politique, à l'intersection des deux, on n'est pas nombreux. Et ben moi, dans le procès de l'hypercachère, j'avais un objectif qui était vraiment très politique, et je l'ai fait évidemment avec une robe d'avocat et avec des concepts juridiques. Mais j'y étais vraiment comme un obsédé, un forcené. Voilà. Je t'écoute, Patrick, et donc évidemment, je me viens en tête les souvenirs et même nos dîners les plus récents. Mais j'ai l'impression que tu plaides même quand tu plaides pas, en fait. Finalement, est-ce que tu as l'impression de plaider tout le temps? Je repense à cette chronique sur Éric Zemmour, sur RCJ. On va y revenir, évidemment, c'est un vrai sujet quand même s'il n'est pas candidat. Est-ce que tu as l'impression de plaider tout le temps? C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans ma vie privée. De la part de tes détracteurs? Aussi, non, mais bon, écoute, est-ce qu'on plaide tout le temps? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que plaider? Plaider, c'est se lever, d'abord, et puis poser une parole qui est conforme à ce que l'on veut faire passer comme message. La plus belle définition du métier d'avocat, mais c'est vrai que ça peut nous arriver dans tous les domaines de la vie, c'est le clou et le marteau. Toujours le même clou, toujours le même marteau, jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Et c'est ça un avocat, c'est quelqu'un qui va répéter, qui va essayer de trouver des trésors d'imagination, d'adresse, d'humour, de gravité, mais pour que ça passe. On n'est pas là pour se faire plaisir. C'est pour ça que je dis on ne plaide jamais impunément. On n'est pas là pour se gloser, on n'est pas là pour faire des effets de manche. On est là pour que ça passe. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous ont confié des intérêts, qui au moment où ils nous les ont confiés, sont vitaux, sont importants. Donc l'avocat, c'est quoi? C'est rien, c'est un messager. Mais il arrive que le message soit important. Alors justement, cette chronique, je pense à cette chronique sur RCJ il y a quelques jours sur le phénomène Éric Zemmour, le non-candidat qui est crédité, je crois, de 17% dans les sondages au premier tour. Comment est-ce que tu ressens ce phénomène? Moi, je suis très loin, j'habite en Israël, j'ai les yeux un peu écarquillés. Comment est-ce que toi, tu ressens ce phénomène et surtout le fait qu'une partie non négligeable, quand même, n'en déplaise à Anne Sinclair, de la communauté juive soit séduit idéologiquement par certains arguments d'Éric Zemmour? Déjà, moi j'ai la chance d'avoir cette chronique sur RCJ et j'y tiens beaucoup parce que, encore une fois, je tiens beaucoup à parler à nos corréligionnaires, à parler dans la communauté, à parler de la communauté, à partir de la communauté, parce que je pense qu'on n'a pas le même discours. Et mon propos sur Éric Zemmour, même si je suis en train de faire quelque chose d'un peu plus écrit et construit, je voulais qu'il parte de là. Parce que ce qui est le plus fâché en moi contre lui, il y a évidemment le français que je suis, l'amoureux de la République, le républicain passionné, mais il y a le juif. Et tout ce qu'il y a de juif en moi est insulté par cet homme, par son discours, par son propos. Et le fait que sa judéité, de manière consciente ou inconsciente, soit à ce point instrumentalisée pour diffuser son propos, qui est le propos classique de l'extrême droite, est une insulte. Et je sais bien que, quel que soit son destin politique, le travail que nous avons fait sur la mémoire de la Shoah, sur l'enseignement de la République, l'affaire Dreyfus, sur l'antisémitisme, sur le racisme, tout ça va être très difficile après la petite séquence politique actuelle de Éric Zemmour, qu'il gagne, qu'il perde, parce qu'on entend partout, c'est les propos de Jean-Marie Le Pen, ils sont incroyables de lucidité et tragiques. Lui, il dit tout ce que j'ai toujours dit, mais lui, il a le droit, il est juif. Et Jean-Marie Le Pen, en termes de juif et d'antisémitisme, il est expert. Donc, tout ça va devenir très difficile. Tout ça va devenir très difficile. Il a une portée négative furieuse. Alors après, qu'il soit juif et quel que soit le vote des juifs là-dedans, ça a peu d'importance sur le résultat final, mais moi, qu'il y ait des juifs conscients, des juifs revendiqués, qui se laissent séduire par cet homme, je trouve que c'est une hérésie et une abjection. Et je voulais le dire là-bas. Et donc, vous avez bien vu que cette chronique, ce n'est pas une chronique, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une plaidoirie,
j'ai envie de dire, c'est un cri de rage. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je vais vous le dire. Et est-ce que tu penses que les institutions communautaires sont à même d'apporter une réponse à ce qui se passe ou est-ce que finalement, ça n'est pas leur rôle? Déjà, je constate que les institutions ont commencé à prendre parti. Et d'ailleurs, à être prises à partie par lui, mais le CRIF a pris parti d'une manière extrêmement nette. Et c'est pas rien, un pré-candidat à la présidentielle qui se prend à ce point nommément au président du CRIF. Et puis 2 jours après, c'est Bernard-Henri Lévy qu'il traite de traître à la France. Et Virginie, tu sais, quand le héros de l'extrême droite en France dit sur une chaîne d'écoute, de grande écoute, à 1 heure de grande écoute, cet homme est un traître à la France. Moi, je pense qu'il lui colle une cible sur la tête. Personne s'en est ému parce que Bernard Lévy, l'insulter et le critiquer, on a l'impression que c'est devenu un loisir non seulement gratuit, mais rémunérateur. Mais en attendant, nous, les Juifs, quand on s'est trouvés dans toutes les périodes de difficultés que nous avons eues, y compris d'ailleurs Israël, on était bien contents d'avoir la voix de Bernard Lévy. Et aujourd'hui, je vois que des gens qui ricanent avec Zemmour. Le ricanement, c'est quelque chose d'ignoble, en fait. Et en France, j'entends beaucoup de ricanement. Le ricanement, c'est l'inverse du rire. Le ricanement, c'est le sarcasme haineux. C'est ce qui prépare tout le reste. Avec un ricanement, on peut tout faire derrière. Et j'entends beaucoup je dis souvent, de gna gna gna, de ricanement. Bon, je n'aime pas le climat dans lequel on vit. Et d'ailleurs, en voyant la trajectoire de Zemmour, je me suis rendu compte qu'un pays, bien sûr, c'est une géographie, mais c'est un moment. Et moi, je me sens très triste et très seul en ce moment. Voilà, je sais qu'on est des milliers ou des millions à se sentir seul, mais c'est quand même d'une tristesse absolue d'avoir cet homme-là, un juif en plus, qui est le héros de l'extrême droite, qui en reprend toutes les thématiques, celles y compris que l'extrême droite, auquel l'extrême droite avait renoncé. Ouais. C'est le mec qui vient nous dire arrêtez la dédiabolisation, rediabolisez-vous, rediabolisons-nous, et moi je peux le faire parce que je suis qui je suis, y compris avec son signifiant juif. Et le pire, c'est que ça marche, et que j'entends des juifs l'applaudir. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne peux pas en parler des heures. Je ne comprends pas. Avec Julien Drey, l'année dernière, on avait parlé effectivement de l'ancrage à gauche historique de la communauté juive qui s'est peu à peu délité. Tu le disais, tu as été l'adjoint au maire de Paris, Anne Hidalgo. Quel regard aujourd'hui tu portes sur cette gauche qu'on a un peu perdu des radars, quoi. Enfin, je veux dire, comme la droite, hein, d'ailleurs. Bah, moi, j'étais ravi que Anne Hidalgo, déjà parce que c'est quelqu'un que je connais et que j'ai accompagné politiquement, qu'elle représente la gauche aujourd'hui. Je pense que c'était une chance pour la gauche. Je vois bien qu'en ce moment, sa campagne n'est pas vaillante. Je regrette, évidemment. Et encore une fois, ce qu'est Anne Hidalgo, ce qu'elle veut faire, sa grande netteté et sa grande honnêteté et son grand courage sur les questions qui nous importent, la laïcité, l'antisémitisme, l'immigration. D'accord, mais ce n'est pas audible. Comment t'expliques que ce n'est pas du tout voilà. Eh ben, ce n'est pas audible, Virginie, parce qu'elle est elle-même ensevelie sous le ricanement et que dès que Anne Hidalgo essaye de nous parler des migrants, de leur accueil, de notre dignité à les accueillir, dès qu'elle nous parle même d'écologie, qui en gros, si on ne fait rien, on va tous crever, on a du ricanement, on me parle de bancs de travaux. Et je vois des gens, y compris d'ailleurs nos chers coligionnaires, et en plus ceux pour qui tout va bien, hein, mes chers voisins de l'Ouest parisien, qui ont la conscience à la hauteur de leur pot d'échappement au moment où Éric Zemmour est en phase d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et bien ça aussi, ça m'insupporte. Voilà, je le dis, ça m'insupporte. Après, on vote pour qui on veut, mais Anne Hidalgo, c'est en tout cas une personnalité politique d'un courage que je ne connais chez aucun autre de ce niveau-là, et qui renouvelle le logiciel de la gauche d'une manière extrêmement intelligente, en y mettant l'écologie au cœur, mais en ne renonçant à rien de ce qu'a fait la gauche qu'on a aimé et à laquelle on était fiers d'appartenir. Voilà. Et moi, qui en tant que juif, parfois me suis senti exclu des formations de gauche ou d'extrême gauche, je suis heureux de retrouver une matrice où on n'insulte pas le progrès économique,
où on n'insulte pas l'antiracisme, on n'est pas dans le piège de l'antiracisme, parce qu'Anne Hidalgo, c'est la seule qui parle de ce que c'est que le wokisme et de cette folie. C'est la seule qui répond à l'extrême gauche. Donc oui, on peut se moquer d'elle, on peut continuer à me parler des bancs de travaux et de je ne sais pas quoi. En attendant, cette femme est précieuse, sa voix est précieuse, et qu'elle soit si faible en ce moment, et pour moi, un signe de détresse supplémentaire pour notre pays. Je ne dis pas qu'elle devrait être présidente de la République, je dis juste que ça dit aussi quelque chose du climat politique et social. Mais justement, Patrick, je regardais moi les chiffres d'audience qui sont toujours pour moi, même si c'est une photo à l'instant N comme ça, mais un débat Mélenchon-Zemmour qui fait 4,3 millions sur BFM. Au même moment, il y a Darmanin et Pécresse sur France 2 qui font 800 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette extrémisation comme ça des positions sur le fait qu'il y ait plus de nuances? Je pense même à SOS Racisme, qui quand même, en termes de notoriété et de visibilité, s'est quand même fait grignoter par des associations africanistes, etc. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Moi, j'adore que l'on reproche à SOS Racisme, qui n'a pas varié, qui n'a pas fait dans la radicalité ou dans le clientélisme africaniste ou je ne sais trop quoi, qui a dénoncé les excès ou le dévoiement de l'antiracisme avec une intégrité, une intelligence jamais démentie, qu'on lui fasse le reproche de sa propre affaiblissement. Virginie, tu l'as très bien dit. Le problème du débat politique et intellectuel, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis, évidemment, c'est qu'on est pris au piège où un extrême répond à l'autre. Il fallait voir sur le fil Twitter de la France Insoumise et de Mélenchon comment ils étaient heureux d'être en face de Zemmour. Évidemment, c'est ce que les uns et les autres veulent. Une polarité absolue. Mais nous, les vraies personnes, on ne vit pas entre des révolutionnaires wokistes et indigénistes et des gens qui font l'apologie de Pétain toute la journée. Le mainstream, il existe et il doit se retrouver. Et nous sommes dans un moment de la conscience politique, à droite et à gauche. À droite, le Trumpisme et ses suites. À gauche, le wokisme et ses avancées. Où des positions d'une radicalité inouïe éclipsent tout le reste. Et personne ne s'y retrouve. Alors certes, la société est en demande de réponses fortes, mais la réalité, c'est que l'opinion commune, ce que Orwell appelait la décence commune, l'opinion commune, elle existe, elle ne sait plus se faire entendre parce que notre opinion est façonnée par des outils numériques, les réseaux sociaux, des outils audiovisuels, les chaînes d'information, qui évidemment, par la rapidité, l'intensité et la brièveté des messages, fabriquent de la radicalité. Donc tout est fait pour les servir. Et d'ailleurs, Zemmour est un produit de cela. Bon. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que l'essentiel risque d'y passer. Qu'est-ce qu'Éric Zemmour à la fin? Dans son positionnement, son discours, ses idées, c'est un candidat anti-républicain. On n'a jamais eu en France un candidat anti-républicain, en tout cas sous la Ve République, jamais, mais même sous la 4e et quasiment pas sous la 3e, un candidat anti-républicain avec cette force et cette vigueur. Ce qui veut dire quoi? C'est l'idéologie rance, archaïque, dépassée, dévoyée, servie par les technologies et des puissances, parce que je pense qu'il y a quand même des pays autour, comme la Russie, qui a déjà montré son immixtion dans l'élection, qui regarde cela avec un grand intérêt. Donc, il ne faut pas être naïf. Mais il faut tenir bon sur ses convictions. Moi, je ne vais pas me changer et je ne changerai pas. Voilà, on a vécu d'autres moments d'éclipse dans l'histoire. Là, on la voit venir quand même, l'éclipse. Patrick, avant de passer aux questions des téléspectateurs, j'ai un petit questionnaire. J'aimerais que tu finisses ces phrases. J'adore ce que je fais, mais j'ai déjà eu envie de jeter l'éponge quand? À chaque fois que j'ai attendu un verdict de cour d'assises, par exemple. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même, m'a dit Virginie Guet. Si je n'avais pas été avocat, je serais devenue avocat. Là, vraiment, je sais pas.
J'ai essayé de faire d'autres trucs. J'ai même fait un peu de politique. Là, j'ai lancé une boîte de médiation, etc. Mais à la fin, je crois que j'étais quand même fait pour faire avocat. La seule chose que tu voudrais transmettre à tes enfants, c'est quoi? C'est un nom, parce que c'est la seule chose qu'on leur transmet finalement. Après, le nom, on peut le remplir. Moi, je me bats toute la journée pour faire quelque chose de ce nom que j'ai reçu et je leur transmettrai. Après, j'espère l'avoir augmenté, l'avoir grandi. J'ai repris à mon compte une blague qui est une blague de Georges Kiechmann qui fait rire tout mon entourage. Kiechmann, quand il réserve une table, il dit Kiechmann comme l'avocat. Donc moi, je passe ma vie à dire Krugman comme l'avocat. J'ai toujours peur qu'on m'oublie, mais à la fin, c'est pas du marketing. C'est se répéter à soi-même ce qu'on voudrait être pour en être tout à fait digne. La France t'a offert quoi? À peu près tout. Une éducation de qualité gratuite. Je n'ai pas toujours été tout à fait Que tu digne. n'as pas toujours honoré? Elle m'a offert une citoyenneté à moi et à ma famille. Elle m'a offert son histoire. Je ne serais pas ce que je suis sans Pardon? avoir lu. Elle m'a offert la France de porter un jour une écharpe tricolore. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Je ne serais pas ce que je suis sans avoir lu. Je ne serais pas ce que je suis sans avoir lu probablement Le Tour du malheur de Joseph Kessel, qui est mon livre préféré, ou Le monde d'hier de Stéphane Zweig. Tu n'oublieras jamais le jour où J'oublierai jamais le jour où j'ai vu mes enfants naître. Je crois que ça reste les jours numéro 1. J'en ai 5, j'ai de la chance. Oui, c'est ça fait 5 jours, c'est pas mal. De moi, je voudrais que les gens se rappellent que j'y ai vraiment cru. Alors, un mot pour conclure cet entretien, Patrick, avant de passer aux questions des gens qui sont assez nombreuses d'ailleurs. Un mot pour conclure, c'était à la fois très long, c'est rare d'avoir autant de temps pour s'exprimer. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, je l'ai dit, et c'est un exercice intéressant. Et donc, merci de ce moment qu'on a passé tous les deux. C'était très long et c'était trop court. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a des gens qui nous écrivent. Il y a notamment Sylvie il y a Michel qui nous dit. Attendez, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. Non, il y a Dominique Cario qui nous dit: est-ce que les politiques ne devraient pas éviter le débat avec Éric Zemmour? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard pour l'éviter quand même, le débat, chers amis. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Il y a des gens qui m'ont écrit ouais, je comprends pas, il faut pas en parler, vous le faites monter, ou il faut pas lui parler en tant que juif. À un moment donné, ça rejoint ce que je disais sur le ricanement. Le second degré, c'est très bien. J'adore Woody Allen, j'adore les formes élevées de l'esprit. Mais pour ce qui en est de la politique, c'est le premier degré, parce qu'à un moment donné, on rentre dans l'isoloir et on vote pour quelqu'un. Donc, je crois qu'il convient à chacun d'entre nous de dire ce qu'il pense, s'il est en capacité de le faire. Et moi, tous les micros qu'on me tend, donc d'aller celui d'RCJ, je vais faire autre chose ailleurs, je les saisis pour dire ce que je pense. Et je crois que... Non. Il y a quelqu'un qui nous demande comment convaincre les Juifs de ne pas se sentir attirés par le discours de Zemmour et de leur faire comprendre qu'ils tirent contre leur camp. Moi, encore une fois, j'ai fait ma chronique vidéo sur RCJ, j'ai fait un billet sur Facebook. On est nombreux, il y a Bernard Lévy qui a eu un papier merveilleux là-dessus, les Klarsfeld qui ont fait une très belle tribune dans le monde là-dessus. Après, ceux qui veulent iront. Il faut être très humble sur notre influence. Moi, ce que je fais, c'est que je ne pense pas avoir une influence sur qui que ce soit, mais en revanche, j'ai un devoir. Donc, je ne fais qu'exercer mon devoir. Mon devoir de dire ce que je vois. Après, je peux être réfuté, je peux être contredit, et j'en ai d'ailleurs le plaisir d'assumer des débats, mais au moins, j'aurais pris toutes mes responsabilités, parce que justement, Virginie, j'ai 5 enfants, dont un qui va voter pour la première fois aux prochaines élections, et je n'ai pas envie qu'on me dise, mais dis-moi, tu as dit quoi, toi? Tu avais fait de la politique pour toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que moi, et même, je vais me dire, j'adorerais
aller cultiver mon jardin et m'occuper d'autres choses, de mes dossiers qui sont plus rémunérateurs. Et j'adorais, mais j'en ai simplement pas la capacité ou la force. Donc, je suis tenu par cela. Alors, on va quand même saluer Jonathan Arfi qui nous a salués en privé, donc on va lui rendre son salut en public. Il y a Alice qui nous écrit « Je défends les enfants en situation de handicap et notamment les enfants autistes et ils se battent pour l'inclusion scolaire. Alors, inutile d'utiliser le mot autisme pour parler d'adversaire. » Alice, je suis profondément désolée de vous avoir heurté. C'est vrai, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi, Patrick, mais c'est possible que ce soit moi parce que ça m'arrive très souvent. Est-ce que tu as l'impression qu'on… Pardon Alice, hein, je vais utiliser votre remarque qui est justifiée pour poser une question. Est-ce que tu as l'impression qu'on est aussi dans on vit aussi dans un monde où c'est de plus en plus difficile de s'exprimer librement? Toi qui es très souvent invité sur les plateaux où on te demande d'être percutant, de répondre vite, est-ce que tu réfléchis, tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler? Est-ce que c'est compliqué? Non, moi, je n'ai pas l'impression qu'on restreint notre liberté d'expression. On peut dire ce qu'on veut à peu près partout. Le problème, c'est qu'on est furieusement cacophonique et donc inaudible. Le problème n'est pas de parler, c'est d'être entendu. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il y a trop de canaux, trop d'informations. On a toujours pensé que la connaissance chasserait l'obscurité. C'est tout à fait l'inverse qui se produit. Il y a trop d'informations qu'on ne sait pas ingérer et donc qui nourrit d'ailleurs des formes d'obscurantisme. Le complotisme en est une manifestation. Donc on en est là. Moi, non, on peut parler, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je n'ai pas de problème d'accès aux tribunes, aux médias. Et d'ailleurs, longtemps, j'étais un des idiots utiles de CNews, jusqu'à ce que eux et moi convenions que ça devait cesser. Mais je n'ai pas de problème d'expression. J'ai juste un problème que tout ce que je pense est relativement inaudible en ce moment. Je me demandais, quand même, en essayant de me reconnecter, si parfois tu n'avais pas l'impression que ce que j'appellerais assez vulgairement, mais tu me le pardonneras, l'espèce de bête médiatique que tu es ne dessert pas l'avocat que tu es. Ah, c'est une question, d'ailleurs, ça, je sais que mon frère, Nicolas, nous regarde, et c'était vraiment ça, c'est ce qu'il m'a dit des dizaines de fois. J'ai quand même beaucoup réduit ma présence médiatique, parce que c'est exactement ce que tu dis, Virginie. J'avais le sentiment que j'étais trop sur les plateaux et donc pas assez dans mon rôle d'avocat qui m'est si important. Et là, je m'écarte un petit peu de cette ligne, mais vraiment que pour des choses que je juge importantes. Je ne fais plus de débat d'actualité générale comme je l'ai fait auparavant. J'essaie vraiment, en revanche, de prendre la parole sur des choses qui me semblent importantes. Alors, juste pour finir, parce qu'on est amis et parce qu'on finit toujours une conversation comme ça, sinon, à part ça, la vie, ça va? Ça va pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Sur une échelle de 1 à 10, on est à combien? On ne peut jamais se situer sur l'échelle parce qu'on ne connaît pas la suite. Mais moi, j'ai le sentiment d'aller très, très bien et même merveilleusement bien dans un monde qui va très, très mal. Donc, c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment de danser sur un volcan, mais je n'ai pas envie non plus d'être le rôle du chef d'orchestre du Titanic. Donc, je trouve qu'il faut dire ce qui ne va pas en l'assumant et puis se battre pour des jours meilleurs. Et voilà, moi j'y crois au programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Moi je me bats pour les jours heureux. Bah, écoute Patrick, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver la semaine prochaine si j'ai une connexion Internet qui n'est pas digne du Kazakhstan, je ne sais pas. Je vous retrouverai moi dimanche prochain avec une spéciale. On va faire un truc un peu vintage, un peu revival Tunisie. On va avoir comme invité Myriam Lévin qui est journaliste et qui est notamment la créatrice d'un site, d'un fil Instagram dont tu ne seras jamais l'invité, Patrick Lugman, puisqu'il s'appelle Stay Tune et qui n'interroge que des Tunisiens. Et on sera également avec Moshe Uzan qui vit encore en Tunisie et ils vont nous parler de leur façon et de leur travail pour faire vivre toute cette culture. Patrick, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi en dépit des coupures Internet. Moi aussi, j'étais ravi. Et bonne réunion non mixte de juifs tunisiens à laquelle je serai heureux d'assister. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et on se retrouve dimanche prochain.